bien une surveillance de grossesse monochoriale quand on fait une échographie de jumeaux une fois tous les, même ne serait-ce que tous les mois, ça ne me paraît pas beaucoup. D'accord? Donc, c'est une suggestion que je vous fais. J'en parlerai au roi si vous voulez. Mais je pense que ça serait une organisation que vous devriez avoir entre vous. Alors, il y a un certain nombre de documents qui peuvent vous aider dans cette histoire de surveillance des grossesses gémellaires et de diagnostic et de surveillance des grossesses gémellaires. Il y a évidemment les recommandations pour la pratique gynécologique que vous trouvez sur le site du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Il y a des guidelines qui ont été faits par l'ISOG, c'est-à-dire la Société internationale d'ultrasons en gynécologie et obstétrique. Tout ne se recoupe pas parfaitement. Dans l'ensemble, les guidelines de l'ISOG sont un peu plus complets, mais les deux, quand même, sont assez voisins, évidemment. Ça, c'est l'évolution du taux d'accouchement multiple en France. Vous avez en noir les grossesses gémellaires, en pointillé les grossesses triples, et vous voyez que ça a plutôt tendance à augmenter au niveau des grossesses gémellaires, et par contre, ça a plutôt tendance à baisser au niveau des grossesses triples. Alors, au niveau, je vais être assez désagréable, au niveau des grossesses triples, ça a baissé parce que je pense que les FIVistes ont un peu arrêté leur bêtise, d'en réimplanter des quantités considérables ou d'hyperstimulés. Ils maîtrisent l'affaire beaucoup mieux. Je pense que tout s'est calqué là-dessus. Alors, les grossesses gémellaires, c'est quand même clairement source de complications. Premièrement, je vais dire, il y a une augmentation du risque d'anomalies structurales et d'anomalies chromosomiques. C'est difficile pour faire une écho parce qu'il y en a deux, parce qu'il faut être bien sûr que celui qu'on a de regarder, c'est bien là, qu'on n'ait pas passé tout d'un coup de l'un à l'autre. Et si vous avez déjà fait des grossesses gémellaires en écho, vous savez très bien que c'est difficile et vous savez très bien qu'on peut se perdre. Il y a évidemment des complications qui sont tout à fait spécifiques aux grossesses monochorioniques, on en parlera. Vous avez le problème de croissance et vous avez le problème d'accouchement prématuré, qui sont les problèmes majeurs. Et puis ensuite, comment on gère l'accouchement en fonction des présentations, des poids. Et donc, ça présente de nombreuses difficultés qu'il faut surmonter. Alors, risque d'accouchement prématuré et faible poids de naissance. Je vous ai mis deux paragraphes ici. Vous voyez qu'en ce qui concerne les singletons, on a un pourcentage de naissance avant 37 semaines qui est à 5%. On est à 44% chez les jumeaux, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon. Et en ce qui concerne le poids de naissance, poids inférieur à 2,5, ok, 5,5 pour les singletons, 55,9 pour les jumeaux. Donc vous voyez que l'incidence, elle est considérable. En ce qui concerne les issues de grossesse, une colonne jumeaux, une colonne singleton. Vous voyez, la mortalité intra-utérine, on a 12 pour 1000, 5 pour 1000. Vous regardez tous les chiffres sont très nettement en augmentation. Alors, pour ceux qui ne diraient pas l'anglais habituellement, ok, donc mort intra-utérine, mort néonatale, mort dans la première année. Vous voyez que tous les chiffres sont augmentés. Le poids inférieur au 10e percentile à 38 semaines, 40% chez les jumeaux. Cerebral palsy, c'est les altérations cérébrales, ok, avec là aussi une proportion qui est nettement plus importante chez les jumeaux. Alors, ensuite, les définitions, et ça, c'est extrêmement important. La zygosité, c'est relatif au type de conception, c'est-à-dire au nombre d'œufs, ok, et la façon dont l'œuf ou les œufs ont évolué. La chorionicité et l'amnionicité correspondent à des définitions structurales, ok, c'est-à-dire organisation des membranes et des placentas, et évidemment que c'est tout à fait fondamental. Alors, cette plaque, je l'ai remis dans le sens inverse où elle était, parce que je trouvais qu'elle n'était pas claire. Donc, déjà, en ce qui concerne la zygosité, 67% des grossesses gémellaires sont dizygotes, 30% des grossesses gémellaires sont monozygotes.
Ça va jusque-là? Dans les grossesses monozygotes, 67%, c'est-à-dire 2 tiers, sont monocoriales, 1 tiers est dicorial. Ça va? Donc, vous avez ça ici. Donc, ce qui fait qu'au total, si vous prenez l'ensemble des grossesses gémellaires, vous avez à la louche à peu près 80% de grossesses dicoriales. Ça va? C'est clair? Alors, au départ, la plaque, elle était présentée dans l'autre sens, et j'avoue que je trouvais ça pas très compréhensible. En ce qui concerne les grossesses monozygotes, et c'est tout l'intérêt de l'affaire, si la division est extrêmement précoce, on a ici une grossesse bicoriale. Et c'est bien tout le problème qu'on a eu tout à l'heure. Okay, on ne peut pas déterminer la corionicité de façon claire. Est-ce que c'est une grossesse bicoriale? Est-ce que c'est une grossesse monocoriale? En termes de statistiques, effectivement, on a grosso modo 4 fois plus de chances ou 5 fois plus de chances que ça soit une bicoriale, mais on ne peut pas en être certain. Si la division de l'œuf se fait plus tard, eh bien on a une mono-bi. Si elle se fait encore plus tard, on a une mono-mono. Et si elle se fait vraiment très tardivement, on a des jumeaux conjoints. Alors, complications et prise en charge dépendent essentiellement de la chorionicité. Donc, prenons d'abord les grossesses bicoriales. Okay. Donc, il y a des risques d'accouchement prématuré, il y a un risque de retard de croissance, il y a un risque de mort fétale in utero, il y a un risque de prééclampsie, il y a un risque de placenta bas inséré. Alors qu'en ce qui concerne les monocoriales, vous rajoutez en plus les transfuseurs transfusés, le retard de croissance sélectif, la mort fétale in utero, le TAPS et la séquence TRAP. Vous savez, ces jumeaux qui n'ont pas des structures normales de jumeaux. Alors, quelles sont les recommandations du Comité national technique de l'échographie de dépistage et de la CNEOF? On vous dit en tout cas une chose qui est absolument fondamentale, c'est que la chorionicité doit être précisée et documentée. Sur les recommandations de la CNEOF, qui sont évidemment extrêmement voisines, et on vous dit en particulier les éléments de repérage de chaque fœtus facilitant leur identification lors des examens ultérieurs doivent être aussi documentés aussi précis que possible. Quand même, les deux recommandations veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. C'est-à-dire, elles veulent dire, vous êtes responsable de dire s'il s'agit d'une grossesse bicoriale ou d'une grossesse monocoriale. C'est absolument capital et toute la surveillance de la grossesse derrière va dépendre de ce point. Alors, rappel de convention, on en a parlé tout à l'heure et je vous le redis, de point de vue échographique, pendant la grossesse, okay, le jumeau A est le jumeau qui est le plus haut et à droite. Et donc, vous devez, dès que vous voyez une patiente avec une grossesse gémellaire le plus tôt possible dans la grossesse, si je peux dire, enfin le plus tôt possible, pas hyper tôt, mais enfin, en tout cas à partir de 9-10 semaines et surtout à l'échographie du premier trimestre, vous devez repérer les jumeaux. Okay, repérer évidemment avec cette dénomination, et on a parlé des cordons et on en reparlera. Alors, comment on détermine la chorionicité au premier trimestre? Pas trop tôt. Comptez pas les sacs avant 6 semaines, parce que vous allez avoir, surtout si c'est le multipart, de temps en temps, vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir une grossesse, vous allez dire « Ah, c'est une gémellaire ». Oui, en fait, ce n'est pas du tout une gémellaire, c'est un œuf et puis la cavité qui n'est pas occupée par l'autre. Comptez pas les embryons avant 9 semaines. Vous savez que même sur une grossesse singleton, ce n'est pas très facile. N'affirmez pas la myonicité avant 9 semaines. Ça, c'est un truc hyper classique. On nous envoie régulièrement des patientes pour grossesse mono-mono. Grossesse mono-mono, 1 pour 5000. Je veux dire, il y a quand même assez peu de chances d'en voir autant. Et il faut évidemment être très certain de la chorionicité avant 14 semaines. Alors, ici, une image des comptes des sacs gestationnels. Vous voyez que là, moi, je serais extrêmement prudent. Là, je serais très prudent. Ces images assez anciennes. Par contre, ici, vous, effectivement, là, on peut être assez affirmatif sur la chorionicité. Okay, et donc, quand on parle de une échographie réalisée avant 10 semaines, je serais vous, c'est à partir de 8 semaines et demie. Hein.
pas avant, parce que vous allez plus de risque de vous faire avoir. Alors, quels sont les outils du diagnostic? Compter les sacs, après 6 semaines, on en a parlé. Compter les masses placentaires. Ah, ce manque de peau, il y a des placentas qui sont bipartita, et donc on peut très bien avoir l'impression qu'il y a 2 masses placentaires, alors que c'est le même placenta. Identifier les sexes. Ouais, ça marche s'ils sont différents. On l'a vu tout à l'heure, ça ne marche pas si c'est les mêmes sexes, bien sûr. Et puis, vous connaissez mon point de vue à ce sujet, il n'a pas changé, il ne va encore pas changer ce coup-ci, et peut-être encore moins pour les gemellaires. Très large recours à la voie vaginale. Okay, un enfant de 2 ans comprendrait que moins les ultrasons ont à parcourir de chemin, plus l'image va être de qualité. C'est évident. Okay, donc, il ne faut pas hésiter. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, de toute façon, il faut penser au signe du lambda. C'est ça qui fait le diagnostic de chorionicité. Le signe du lambda, c'est ça. Vous avez ici un chorion, vous avez ici un chorion, vous avez ici un amnios, vous avez ici un amnios. Vous voyez très bien que les chorions, ils ne sont pas accolés, donc que le trophoblaste peut s'immiscer entre les 2 feuillets de chorion. Et que donc vous allez avoir ici ça, que ça c'est écogène, puisque c'est du trophoblaste, et le lambda c'est ça. Ça va? Sûr? C'est fondamental. Hein? Alors, le signe du T. Le signe du T. Vous avez un chorion qui est ici. Vous avez du trophoblaste qui est ici. Le chorion, il fait barrage au trophoblaste. Donc, ici, c'est pour le plus anécogène. Anécogène. Okay, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tissu placentaire ici. Et qu'évidemment, ça, c'est quand on est assez tôt, vers 9-10 semaines, plus on va avancer, plus les amnios vont se recoller, et ça va faire un T. Okay, parce qu'il n'y aura absolument pas d'interposition de trophoblaste entre les 2 amnios. Ça va? Vous y êtes? Sûr? Je vous ai à l'œil. Alors, il faut se méfier. Je veux dire, quand vous avez affaire à déterminer votre chorionicité, allez regarder à l'extrémité de la membrane de chaque côté, parce que vous voyez, ici, on se dit, bah tiens, c'est un T, ça. Enfin, sauf qu'il n'y a pas de placenta derrière. Hein. OK? Ici, par contre, on a un lambda. L'affaire, elle est réglée. C'est une bicoriale. D'accord? Alors, détermination de la chorionicité par les sexes, il y a des limites. Alors, vous regarderez peut-être ça quand vous aurez le topo sous les yeux, parce qu'il faut un peu réfléchir 2 minutes. Lorsqu'une grossesse est bicoriale, 55% le même sexe. Pourquoi? Parce qu'il y en a 90% qui sont dizygotes, 10% qui sont monozygotes. Les monozygotes, elles ont forcément de même sexe, ok. Évidemment, quand la grossesse est monocoriale, 100% sont de même sexe. Donc, sur 100 grossesses gémellaires, 20 sont monocoriales, 80 bicoriales. Ça va? On l'a dit ça dans la 2e plaque. D'accord? 20 sont de même sexe, puisqu'ils sont monozygotes. Et en fait, on a dit qu'on avait 55% de même sexe dans les grossesses bicoriales, qu'on multiplie le 80 par 55, vous arrivez, vous ferez les comptes, je les ai faits, ok, on est à 64% de même sexe. Ça veut dire, grosso modo, que vous avez quand même dans le baba, dans un tiers des cas. QS, la première dame qu'on a vue. OK? Donc, devant une grossesse gémellaire, eh ben, dans 115% des cas, on ne peut pas déterminer, puisqu'ils ont le même sexe. La chorionicité, donc, première chose. Deuxième chose, la myonicité. OK? Et donc, on va voir quoi? On va voir la membrane interamniotique, le cône des vésicules vitellines, le cellome extra-embryonnaire, le cordon unique ou des jumeaux conjoints. Alors, la membrane interamniotique, là, effectivement, quand on a la chance de pouvoir éventuellement être encore relativement tôt, d'avoir des sondes à haute fréquence, là, c'est vaginal, évidemment. Voilà, on voit ici 3 feuillets. Là, effectivement, on est sûr que c'est bicorial biamniotique.
Les vésicules vitellines, elles signent l'amionicité, pas la chorionicité. D'accord? L'amionicité. D'accord? C'est bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a deux, il y a quoi? Non, 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 non. Je vois bien que vous êtes en train de commencer déjà à mélanger toutes deux cavités. Deux cavités de quoi? Parlons de choses extrêmement précises. OK? Quand une personne vient me voir avec une grossesse gémellaire, je commence par prendre mon crayon et lui faire un petit dessin. OK? Une grossesse singleton, il y a un fœtus, il y a un amnios autour et il y a un chorion autour. OK? Après, on peut avoir ça deux fois, deux chorions, deux amnios, deux fœtus. Après, on peut avoir un chorion, deux amnios, deux vésicules vitellines, évidemment, OK? Et ensuite, vos deux fœtus. Et ensuite, on peut avoir un chorion, un amnios, une vésicule vitelline et deux fœtus mono. D'accord? On va le revoir. Alors, ce qui a foutu la merde, si je peux dire, pendant très longtemps, c'est ça. C'est ça. Parce qu'effectivement, ça ressemble à un lambda. Sauf que ce n'est pas la définition du lambda parce que c'est anécogène. OK? C'est simplement les amnios qui sont proches. Le liquide amniotique n'est pas encore très abondant. Donc, ce qui fait que les amnios ne se sont pas suffisamment rapprochés pour faire un T. Ils forment ce qu'on a appelé à une époque un faux lambda amniotique. Il faut abandonner cette idée. OK? C'est en fait le cellome externe qu'on voit ici. Et donc, ce n'est absolument pas un lambda. Clair? Toujours? Alors, évidemment que vous avez, je vous ai dit qu'il ne fallait pas affirmer la bionicité avant 9 semaines. D'ailleurs, entre parenthèses, quand vous avez, parce que souvent ça nous arrive ça, mono, on nous envoie pour mono, on dit tiens, bon, pourquoi pas, ça peut arriver, mais enfin bon, c'est rare. OK, si vous avez deux vésicules vitellines, c'est pas mono, hein. C'est par définition mono-bi. Donc ici, je vous ai mis deux images. Une que j'aime bien, elle est assez ancienne, elle doit avoir 13 ou 14 ans maintenant. Et c'était deux petites filles qui étaient abdominaux-thoracopage. Et en fait, elles ont été séparées. Ça a il y avait une émission en télévision où c'était Claire Fekete à l'époque qui les avait opérées. Et on voit très bien cette image, effectivement, d'accolement. Et puis, évidemment, des vaisseaux qui sont dans les jumeaux conjoints, là, avec un enroulement des cordons. Ça, c'est un truc qui est très fréquent au début chez les grossesses monocoriales. Vous voyez ça, vous dites « Oh purée, c'est très très mal parti ». Et j'ai constaté à plusieurs reprises que non seulement c'était pas mal parti, mais qu'au fur et à mesure qu'on avançait, les cordons avaient tendance à se dérouler. Alors, en résumé, bicorial, biamniotique, lambda, donc placenta, trophoblast, qui pénètre entre les chorions. Deux chorions, deux amnios, deux fœtus, deux vésicules vitellines. D'accord? Ça marche? Bicorial, biamniotique, voilà quelques images. OK, alors évidemment que ici, non seulement vous voyez le lambda, mais en plus vous voyez les deux amnios, donc l'affaire, elle est absolument certaine. OK, et ça, c'est l'idéal. Quand on est 9-10 semaines, on voit très bien ça, et c'est parfait. Alors, évidemment, on peut faire du 3D et voir les fœtus. Mono, bi. Un seul chorion. OK, donc jamais de lambda. Deux fœtus, deux amnios, deux vésicules vitellines. D'accord? Allô? Très bien. Donc, monocorial, biamniotique. Et vous voyez que quand vous regardez ici en mode volumique, vous voyez très bien effectivement cette zone, et vous comprenez très bien qu'elle est anécogène. OK, c'est du liquide. C'est le cellome externe ici. D'accord? Cordon, place des cordons, on en a parlé. Donc voilà une petite vidéo. Vous voyez, on a un chorion tout autour. On a les deux amnios. Ce qui fait la difficulté de ça,
Et pourquoi, effectivement, souvent on nous envoie des mono, alors que c'est des monobi, simplement parce que l'amnios est très fin. Et si on n'est pas pile dans le perpendiculaire, on risque de ne pas le voir. Et dans l'affaire, vous avez vu aussi donc les deux fœtus, évidemment, et les deux vésicules vitellines. Une, deux, tac. OK? Allô? Parfait. Monobi, donc évidemment un seul chorion, un seul amnios, le célome qui est entre ici et qui est unique, évidemment, et une seule vésicule vitelline, et deux fœtus. Ouais. Parfait. Voilà mono, OK? Voilà mono. Et puis, dernière extrémité, des jumeaux conjoints. Vous voyez, on voit là des abdominico-thoracopages, ici pareil, ici d'autres. Là, on fait, vous voyez, une grosse masse. Et c'est quand même, dans l'ensemble, une assez grande catastrophe. Et puis, de temps en temps, on voit des choses un peu plus touchy, avec ici une grossesse triple monocoriale, tac. Et vous voyez que les membranes ici, elles sont extrêmement fines et que partout, c'est raccordé avec des T. Monocoriale, tri-amniotique. 3 vésicules vitellines, d'accord? Ici, une triple bicoriale tri-amniotique, ok? En fait, il y a celui-là qui est tout seul, avec son chorion, ces deux-là qui sont ensemble, donc un deuxième chorion bicorial, et un amnios pour lui, un amnios pour lui, un amnios pour lui, 3 amnios. Donc, grossesse triple, bicoriale, tri-amniotique. Ça vous va? Bah oui. Oui, 2 placentas, je suis d'accord. Entre parenthèses d'ailleurs, je vais vous dire un truc à propos de ça. Quand on a ça, quand on a une triple avec un singleton et une monobie, on envisage sérieusement la réduction. Ça dépend évidemment, bien sûr, de la vie des parents et de ce qu'ils veulent, ok? Mais on va avoir tendance à réduire de 3 à 1. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à arrêter la grossesse monobie, dont on sait que c'est pourvoyeur de plein d'emmerdes, et laisser le singleton. Tous discutent, hein, mais je veux dire, en général, c'est comme ça qu'on fait. Ensuite, alors, fiabilité de la détermination de la choricité au premier trimestre. Vous voyez qu'avec le Twin Peak, le lambda, c'est la même chose, ok, l'aspect de la ligne de jonction, quand même, la plupart des études qui ont été faites, on est entre 93 et 99% de bons diagnostics. Quand même correct. Alors, au-delà du premier trimestre, c'est exactement le cas de figure envisagé. Alors, vous dites quoi? Non, je vous écoute. Vous êtes exactement dans le cas de figure qui était 9h05. Ok, Madame Duchemol qui arrive, qui est charmante. Ok, on met la sonde. Ah, merde, c'est quoi? C'est oui. La membrane est épaisse. Donc, c'est bon. Alors, regardez ici. C'est la même, hein? Donc là, c'est épais. Là, c'est fin. Bon. OK? Et en fait, pourquoi? Parce que ça dépend où on est. OK? Alors, il se trouve qu'ici, on voit ici un lambda, encore, qu'on voit une masse placentaire ici, et une masse placentaire très écartée. Donc, effectivement, Bibi. D'accord? Mais vous voyez que quand vous regardez les membranes, celle de droite, oui, c'est un peu épais, mais l'autre, ça ne l'est pas. Hein. Et vous ne pouvez pas compter le nombre des feuillets. Hein. Donc, attention. Alors, les sexes, par les sexes, oui, je veux dire, quand on met la sonde et qu'on voit 2 sexes différents, on se dit, la vie est belle. Et ça va être simple pour la surveillance derrière. OK? Et ce manque de peau, c'est que dans 300% des cas. Les masses placentaires, ce que je vous ai dit pour le premier trimestre est tout à fait vrai pour le deuxième. Le Twin Peak,
c'est l'équivalent du lambda, mais plus difficile à mettre en évidence après. Et puis le compte des foyers, on vient déjà d'en parler. Alors, je vous ai déjà dit ça, donc c'est peut-être pas la peine de revenir. La plaque, vous l'aviez déjà. Devant une grossesse gemellaire, dans 64% des cas, ok, on est avec les mêmes sexes, donc on l'a dans le baba. Il n'y a qu'un tiers des cas où on peut dire quelque chose. Alors, les masses placentaires, je vous ai montré celle-là. Effectivement, il existe 2 masses placentaires, ok, mais dans les grossesses monocoriales, alors dans les grossesses bicoriales, on peut avoir différentes choses, évidemment, dans disposition des placentas. Ils peuvent très bien être côte à côte, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, quand ils sont tout à fait à l'opposé dans l'utérus, effectivement, on a une forte suspicion de bicorial, mais quand ils sont très près, comme tout à l'heure, on est un peu embêté. Ok. Dans les grossesses monocoriales, manque de pôle, placenta peut être bilobé, bipartita, tout ce que vous voulez, et donc on peut être piégé. Ça, c'est un lambda, en fait, plus tard, ok. Mais vous avez vu que l'autre dame tout à l'heure, on a beau essayer de se cracher dans les mains, eh ben, on n'arrive pas à avoir ce signe. Le compte des feuillets, effectivement, je vous montre ici quelques images qui sont caractéristiques. C'est excessivement rare qu'on arrive à faire ça, ok. Et plus on avance dans la grossesse, plus c'est difficile. Bien sûr que si vous avez 3 et 4, l'affaire elle est réglée, c'est bicorial biamiotique. Quand vous avez 2, en fait c'est peut-être 4, donc prudence. Ok. Détermination du sexe, détermination de la choricité au 2e trimestre. Vous voyez, il y a différentes études. Il y en a une dans laquelle on a participé, là, c'est celle de Marie-Victoire. Ok, vous voyez qu'on est pour certaines équipes à 80%, pas beaucoup, 93%, même 77%. Vous voyez que c'est parfois très difficile. Alors, pardon. Datation et discordance. La datation du début de grossesse doit être effectuée à mesure du plus petit des 2 embryons, niveau de preuve 3. Écoutez bien ce que j'ai dit. Sauf si la discordance est de plus de 10 mm de longueur. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une étude qui avait été faite à Poissy entre 2001 et 2004. Ce qui était très intéressant, c'était des grossesses issues de PMA. Okay, donc, a priori, dont on connaît la date de début. Okay. Évidemment, il y a une comparaison entre l'âge réel et l'âge estimé. Et Laurent, qui avait coordonné cette étude, avait montré que la meilleure corrélation se faisait sur la SCC du plus petit. OK. Alors, en ce qui concerne cette étude, ce qui était intéressant, c'était les discordances. Et vous voyez que dans les discordances, on a ici 2 cas, ok, et puis surtout on va les retrouver là, ok. Donc il y a eu 2 interruptions sélectives de grossesse. Les 2 grosses différences, c'était une trisomie 18 et une triploïdie. Ce qui n'est pas étonnant, c'est retard de croissance intra-utérin très précoce, ok. Alors, sauf que là où c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est qu'en fait, on date sur le grand. Toutes les sociétés savantes ont donné comme recommandation de dater sur le grand. En fait, c'est plutôt pour éviter de passer à côté des retards de croissance précoce sur les petits. Voilà, c'est ça l'idée de base. D'accord? Et donc, vous voyez, ça, c'est l'ISOG, mais les recommandations en France sont absolument les mêmes. Donc, ensuite, la surveillance des grossesses, et donc c'est les recommandations pour la pratique clinique et puis du collège. Okay. Donc, bicorial, échographie tous les mois, croissance, Doppler ombilical et longueur cervicale. Mais tiens, elle nous a quittés, Faouzia? Ah, d'accord. Non, parce que c'est pour dire ce que voilà. Ok, les monocoriales, on a déjà parlé, échographie tous les 15 jours, croissance et quantité des liquides, Doppler ombilicaux, ductus venosus, artère cérébrale moyenne, et bien sûr le col. Ok. Donc, conclusion. Le diagnostic de coriacité, 1er trimestre. Donc,
je compte sur vous pour organiser mon rendez-vous avec M6. Conservation d'une image explicite de la chorionicité. OK? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, vous avez fait le diagnostic, vous faites une photo, vous la gardez. OK? Comme ça, on est tranquille. OK? Si le diagnostic a été établi correctement au premier trimestre, c'est clair, on ne revient pas là-dessus, quelles que soient les images qu'on voit après. D'accord? Alors, si le diagnostic n'est pas certain, il faut l'envoyer à une équipe spécialisée qui va ramer comme vous, probablement. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus d'habitude, qui sera peut-être un tout petit peu plus performante. La datation s'effectue sur la LCC du plus petit, 3 points de suspension. En fait, tout le monde dit pour les recommandations que c'est le plus grand. D'ailleurs, les logiciels fonctionnent comme ça. Et donc, une discordance de plus de 10 mm doit faire penser, non pas que c'est le gros qui est trop gros, mais c'est que le petit qui est trop petit. Hein. Donc, c'est ça qui est extrêmement important. Et donc, il faut, bien sûr, mais je viens de le dire, que la surveillance soit adaptée au type de grossesse gémellaire. Voilà, et puis j'ai fait ce topo avec, en fondant des topos différents, en particulier de Laurent Salomon. Voilà. Question. Oui, monsieur. Alors moi, par rapport au compte rendu, oui. qu'est-ce que vous mettez quand vous voyez une patiente à 8 semaines, vous la revoyez à 12 semaines? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans votre compte rendu? On voit qu'il y a la thérapie. Votre compte rendu à 8 semaines. Si vous êtes dans des bonnes conditions, que vous avez fait une échographie par voie vaginale, que vous voyez que manifestement c'est une BB, je veux dire, vous pouvez mettre grossesse gémellaire, forte présomption de grossesse bicoriale. OK? Non, si vous êtes certain que vous voyez parfaitement les 2 chorions, les 2 amnios, les 2 fœtus, les 2 vésicules, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? OK? Voilà. OK? Je veux dire, ce qu'il ne faut pas faire en échographie, mais c'est la vie et la médecine en général, c'est marquer des trucs, soit qu'on n'a pas vu, soit dont on n'est pas sûr. Parce que ça vous revient pleine gueule à un moment ou à un autre. Vous savez bien, c'est ces logiciels qui existent où il y a un traitement de texte et il n'y a rien à cocher, bling, ça vous sort un truc automatique. Et un jour, automatiquement, ça vous sort un truc 4 membres et manque de peau, à l'arrivée, il n'y en a que 3. Ah! Voilà, donc c'est décrivez ce que vous voyez. On l'a bien vu avec les caxliques et tout. C'est-à-dire, décrivez ce que vous voyez d'abord. Ensuite, envisagez un diagnostic. Ensuite, il y a un certain nombre de cas où vous êtes sûr. OK? Et votre patiente à 8 semaines, si vous avez une présomption, vous la revoyez à 12. À 12, vous êtes certain et c'est fini. C'est plié. Oui. Next topo. Justement, on a 2 patients qui sont arrivés, qui tout à l'heure n'étaient pas là. Alors maintenant, elles sont là. sont là. Donc, un petit peu plus tard, La deuxième partie, donc tout à l'heure, sera plus en forme. je serai plus en forme. Oui, seront plus en forme, bien sûr. Ah non, mais pourquoi j'ai cru que je ne suis pas en forme, là? Non, j'ai dit, ils seront. Ah, ils sont... Non, tu parles, après le repas, ils vont être complètement au ralenti, Non. en pleine hyperglycémie postprandiale. C'est une grossesse gémellaire un petit peu particulière. Aïe, aïe, aïe. Il y avait un des fœtus qui est décédé. Hop. Non, il est décédé depuis le début. À 20 semaines, on l'a suivi, maintenant pratiquement à terre. On a fait une IRM cérébrale à ce fœtus. Donc tu vas voir le deuxième. Donc on a les deux. Et Pourquoi il a fait une IRM cérébrale? Tiens, tais-toi. Il faut déjà voir si c'est une mononucléose amniotique. Déjà, il faut savoir. Et si c'est le cas, au moment de la mort, il y a une hypovolémie chez celui qui n'est pas mort. C'est exactement ça. Alors, ceci étant dit, 20 semaines, là, a priori, la mort fatale du utérus, c'était 20 semaines. C'était quoi comme type de grossesse? c'est une monobie, je pense. Une monobie. Il y a moins de risques quand même qu'il y ait des altérations
neurologique, mais c'est absolument fondamental. Je vais vous raconter une petite histoire. Tiens. Je vois une patiente arriver à mon cabinet, 32-33 semaines. Bonjour docteur, pourquoi vous venez madame? Pour l'échographie troisième trimestre, très bien. Bon. Et puis je lui dis alors la grossesse est bien passée, elle me dit au début c'était des jumeaux. Bon. Puis voilà. Et puis elle me dit en fait oui, en fait j'étais à Poissy et on m'a fait une petite intervention. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en fait, la brave dame faisait du nomadisme médical. C'est-à-dire qu'elle avait été à Poissy, qu'à Poissy, effectivement, on avait traité au laser la monobie, ok, qu'ensuite, elle a été voir un mec en ville, pas très habitué à la surveillance de ça, qui lui dit « le cerveau de votre bébé est parfait », ok. Sauf que le mec, il s'est fait avoir dans les grandes largeurs, parce que ce qu'il voyait dans le cerveau, c'était la partie distale du cerveau, qui ne voyait pas la partie proximale, ok. Et moi, quand je l'ai vu, on a tourné autour. Il y avait une énorme synéchie au niveau fronto-pariétal, catastrophe. Donc, attention. En route. On appelle la première patient. Ah oui, on switch là. Oui.